Très chers sportifs, bonsoir. Heureux de vous retrouver à l'heure du sport sur la télévision togolaise. Sport et détente, le dernier numéro du mois de février coïncide avec la 40e journée nationale du sport. Nous allons vivre l'événement tel qu'il s'est déroulé dans les communes Golfe 5 et des Lacs 3. Au menu également, le championnat national de football de première division, la D1 Lonato, est à sa 15e journée ce week-end. Et puis ce mercredi, a démarré le championnat scolaire. Nous allons rester dans la région Grand Lomé. À propos, nous recevons M. Ayouba Zibo. Il est le directeur des sports scolaires et universitaires. M. Ayouba Zibo, bonjour. Bonsoir Jean, bonsoir au plateau, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement sur la chaîne mère. Voilà, une chaîne mère qui doit retrouver après pratiquement un an au moins. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur le plateau de la TVT. En tout cas, on a besoin de vous pour nous éclaircir tous ces points concernant le championnat national. Ça sera toujours un plaisir d'y être. Merci bien. Restez avec nous. Les dossiers au tennis et à la boxe sont également au programme. Pour nous accompagner, M. Michel Adjavoin, qui n'est plus à présenter, entraîneur et formateur. Michel, bonjour. Bonjour Jean, bonjour chers amis téléspectateurs. Voilà, restez avec nous pour la suite. La journée nationale du sport est respectée ce matin dans les 117 communes du Togo. Nous allons nous retrouver dans la commune Golfe 5 pour découvrir ce qui était au programme. C'est avec Sonia Amenipo. Ils ont une fois encore répondu à l'appel de la mairie de la commune Golfe 5, ici au stade Avedi à Nigbe franciscain, pour la 40e édition de la journée nationale du sport. En attendant l'arrivée du maire, quelques tours de terrain par la marche sont encore indispensables en vue de préparer l'organisme pour l'activité physique intense. Puis, vers le maire Kossi Aboka, qui fit à son tour les 2 tours initiaux avant de rejoindre le groupe. Viennent ensuite les exercices physiques sous la conduite de la coach Esther Kambia. On a commencé par la marche. Après la marche, nous nous sommes retrouvés pour le fitness Zumba. Et après le fitness Zumba, nous avons fait des exercices de détente et on a fait un retour au camp. Et c'est avec le retour au camp que nous avons fini le programme. Il est bien de faire le sport, mais à quelle fréquence? C'est à cause de ça que nous avons fait des fréquences pour pouvoir faire l'échauffement. Mais si vous soumettez les personnes qui n'ont même pas encore fait l'échauffement, c'est ça qui fait que la personne est venue se procurer la santé, mais il prend un mal pour rentrer chez lui à la maison en fait. Je milite pour la lutte contre le cancer et une des manières d'éviter le cancer, c'est le sport. Donc j'invite la gente féminine spécialement, sinon tout le monde en général, à adhérer à cette journée pour qu'ensemble on puisse vivre sainement et en bonne santé. Occasion également pour la mairie de la commune Golfe 5 de sensibiliser les participants sur la conduite à tenir sur la thrombose veineuse profonde, une maladie liée à la circulation sanguine. Le remède gratuit qui donne la santé, c'est le sport. Et nous avons eu l'occasion d'avoir parmi nous un docteur qui nous a entretenu par rapport à cette maladie qui est la thrombose veineuse. Les caillots de sang sont souvent formés dans les grosses veines. Donc ces informations qu'on a reçues ce matin nous ont beaucoup édifiés par rapport à cette maladie qui est tellement dangereuse pour la santé humaine. Et nous invitons chacun de nous à pouvoir faire le sport. Le sport est donc le médicament le moins cher pour garder sa bonne santé. De Lomé, retrouvons-nous dans les lacs et plus précisément dans la commune des Lacs 3 où la même cérémonie a été observée ce matin aux côtés du maire Messa Anani. Les populations se sont mobilisées pour le maintien de leur bonne santé. Suivons. L'acte 40 de la Journée nationale du sport a vu une forte mobilisation des populations de la commune des Lacs 3. Toutes les classes d'âge y ont répondu et le chef canton d'Agbodrafort était témoin.
L'activité a consisté à une course et aux exercices de relaxation. Partie des locaux de la commune de Lectre à Gaudrafort, la course d'une dizaine de kilomètres a atteint le village voisin d'Alogavi pour revenir déboucher au lycée d'Agaudrafort. Un parcours environ 100 mètres cadencés. C'est la fatigue humaine. Afi se réjouit de l'avoir fait. Nous n'avons pas la chance d'expérimenter ça chaque jour dans nos différentes localités. Donc, au moins, chaque fin du mois, pouvoir se rassembler, se détendre, faire du sport pour protéger sa santé. Je demande aux femmes d'essayer et qu'elles vont trouver ça vraiment intéressant. Ça détend les genoux, les articulations et tout. Je crois que ça a beaucoup de bénéfices pour les femmes, quoi. Donc, je les invite à y participer. Avec ce sport, je suis très à l'aise et ça me fortifie encore. En tant que digne fille de ce milieu, il va falloir qu'on apporte un plus à la commune d'Agaudrafort pour le bon déroulement du sport. J'exhorte toutes les femmes de la commune Lac 3, de la préfecture des Lacs et tout le Togo à faire du sport chaque samedi de chaque mois. Puis des exercices de retour au calme. Satisfaction pour la chefferie traditionnelle. On a besoin de rappeler ici les vertus du sport. Le sport, on ne doit pas nous obliger à le faire. Nous devons nous-mêmes, de temps en temps, essayer de nous débarrasser de nos lourdeurs. Eux-mêmes, ils ont vu, ils se sont réjouis et je crois que de bouche à oreille, ils vont aussi essayer de sensibiliser leurs frères qui sont restés aujourd'hui à la maison. Et je crois que prochainement, on aura un trop-plein ici. Belle opportunité pour une sensibilisation. Convier la population aux actions de salubrité, un comportement civique décent. Le sport, c'est la santé. Le sport fortifie le corps. Le sport fortifie l'esprit. Un peuple qui fait le sport est un peuple qui est en bonne santé, est un peuple qui est fort pour son développement. Donc c'est pourquoi dans la commune Lac 3, nous avons décidé maintenant de faire le sport régulièrement, mais de façon formelle, chaque dernier samedi du mois, pour que cette population soit en bonne santé, pour travailler pour notre développement. Et on nous demande maintenant de tout faire pour assainir nos milieux de vie. Donc le samedi prochain, qui est le premier samedi du mois, opération Togo propre, la commune Lac 3 répond à cette initiative. Nous serons dans les rues, nous serons dans les coins, au niveau de la plage, pour assainir, pour rendre notre milieu de vie propre. Rendez-vous samedi 7 mars pour le devoir citoyen et le 28 pour la commémoration de la Journée nationale du sport, la 41e. Et justement, nous avons quand même M. Aïba Zibo qui répondra un peu plus mieux par rapport à là où se trouve aujourd'hui le ministre qu'on a l'habitude de voir tous les samedis à travers ce magazine. C'est le premier titre, le premier numéro, c'est toujours lui qui passe. Mais aujourd'hui, il n'est pas proche de Lomé, apparemment. Oui, monsieur le ministre est dans la COSA. Il est à Cara pour prendre activement part à cette journée nationale des sports. Je vais rappeler que ce sont des journées qui ont été instaurées par le gouvernement depuis septembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes au 40e acte et ce sont des activités qui se déroulent dans les 117 communes de notre pays, prises en charge et prises en compte à bras le corps par les autorités administratives et locales. Et nous sommes très heureux de constater le dynamisme et la ferveur qui existe encore aujourd'hui au 40e acte à travers toutes les communes et à travers l'élément que vous venez de passer, que les populations ont adhéré massivement et les populations continuent de sortir pour prendre part à ces journées nationales des sports. Vous savez très bien, ces journées ont été instaurées, nous parlons en termes d'objectifs de promouvoir la pratique des activités physiques et sportives de masse
en vue de favoriser le bien-être et la santé des populations. Mais derrière, vous savez très bien que nos dirigeants s'évertuent pour le développement socio-économique de notre pays et pour pouvoir quand même atteindre une certaine croissance dans tous les secteurs socio-économiques de notre pays, il faut avoir la santé. Et j'avoue que c'est bénéfique pour chacun de nous dans tous les secteurs où nous sommes de prendre part régulièrement à la pratique des activités physiques et sportives. Voilà, c'était toujours quelque chose à saluer, c'est bien trouvé cette formule-là de convier. C'est un rappel quand même qu'il faut faire le sport tous les jours, mais une manière de l'organiser encore beaucoup plus en masse les derniers samedis du mois, et ça prend de l'ampleur au fur et à mesure que les mois passent. Finalement, c'est rentrer dans les coutumes. Et chaque dernier samedi du mois, je crois que les gens sont toujours présents et ils sont déjà habitués à cette activité-là. Tous les Togolais savent que le sport est important. Le sport, non seulement il faut le faire pour être en bonne santé, mais aujourd'hui le sport apporte beaucoup au niveau du développement économique de la personne même. Je crois que les gens en font leur activité et leur gagne-pain. Quand vous commencez un peu comme ça, surtout les enfants, quand ils sont associés avec les grands pour faire le sport, ça contribue à leur développement et ça leur permet très tôt de prendre donc la voie du sport pour atteindre leur niveau économique dans les jours à venir, puisque le sport aussi c'est un moyen économique pour gagner donc sa vie. Il faut être en bonne santé pour faire toute activité. Oui, voilà, et donc c'est pourquoi l'occasion est toujours belle, pour que ce soit ici ou ailleurs, de parler des mesures qu'il faut mettre en place pour être en bonne santé, conserver sa bonne santé, comme c'est le cas dans Golfe 5. On a parlé donc de cette maladie-là qu'il faut éviter. C'est lié à la circulation sanguine. Et de l'autre côté de Agodrafo, c'est de convier la population aux actions d'assainissement de nos milieux. Je crois que c'est très bien d'associer cette journée-là à ce genre de choses. Et il faut donner des conseils à la population au niveau donc, des maladies, parce qu'il y a des maladies qui sont méconnues, alors que c'est des maladies de presque tous les jours. Les gens sont attaqués comme cela et on ne s'y prépare pas. Donc à ces occasions-là, il faut que les techniciens puissent venir interpeller la population sur ces genres de maladies. À Goudrafort, je crois que c'est une zone où les gens sont intéressés justement par l'environnement, parce que faut dire que c'est à côté, c'est la mer. Et de l'autre, c'est le lac. C'est le lac. Donc il faut donc travailler ardemment pour que l'environnement au niveau d'Agoudrafort soit assaini, parce que quand il y a la mer, il y a les déchets qui sortent de la mer, il y a l'eau aussi qui amène ces déchets. Il faut donc mettre propre justement et la plage et les côtés donc des lagunes. Voilà. Et puisque c'est des gens, ils vont régulièrement. Le week-end, quand vous sortez un peu au niveau de la plage, il y a toujours les gens. Est-ce que la plage est saine? Parce qu'il faut avoir une plage saine pour que la population puisse respirer de l'air qu'il faut. Voilà, surtout qu'ils sont juste au bord donc, de cette plage-là. Il va falloir quand même prendre des mesures pour... oui, absolument. Pas seulement le sport pour la bonne santé, mais aussi l'entretien du cadre de vie. C'est des occasions qui sont données à l'occasion de ces journées nationales des sports, de profiter au-delà de la pratique des activités physiques et sportives, de sensibiliser également les différentes populations sur les thèmes d'actualité. Voilà. Donc c'est bien mentionné dans les objectifs des journées nationales des sports que chaque commune doit définir un thème et doit s'appuyer sur des spécialistes en vue de sensibiliser les différentes populations. Ce qui s'est passé à Goudrafo illustre bien ce qui devrait y être, parce qu'il faut tenir l'occasion pour parler aux populations des problèmes qui minent la localité, notamment cette maladie-là qui a été constatée dans la zone. Et j'avoue que c'est une très bonne chose ce qui a été fait, et qu'au-delà de
7 thèmes de sensibilisation, c'est également la cohésion sociale, parce que courir à plusieurs, faire la pratique à plusieurs, renforcer les liens, la cohésion sociale, c'est deux occasions, des rares occasions de voir nos chefs traditionnels à côté des enfants, à côté de toutes les populations, de voir les députés, les maires, frotter avec l'ensemble des populations. Ça renforce les liens de convivialité, les liens de fraternité. Un élément très important également pour booster la productivité et l'économie de notre pays. Merci bien. C'était donc bien trouvé. On va continuer de le dire. Donc à ceux qui sont encore restés à la maison, les samedis sont bien faits pour le sport, et si vous pouvez le faire seul, les derniers samedis du mois sont donc consacrés à ça. On va se retrouver ensemble dans les 117 communes, c'est organisé pour quand même faire du sport en masse, et ça fatigue moins. On va changer de cap. Maintenant, parler football qui met des plus jeunes. Officiellement lancé le vendredi 19 décembre 25 à Kbalimé, les championnats scolaires et universitaires 2024-2025 ont connu mercredi 25 février dernier un démarrage effectif avec la phase préfectorale. Le terrain d'Ablogamé a accueilli l'ouverture officielle en présence des responsables sportifs, éducatifs et des élèves. Le lycée Ablogamé s'est imposé sur sa propre pelouse face au complexe scolaire Cheikh Anta Diop. Reportage Adadiatou Ido et puis Edem Atipoy. Donner le coup d'envoi officiel pour lancer. Et top, et là c'est parti. La passe décisive des officiels pour marquer le début des compétitions au niveau préfectoral. Devant un public des grands jours, le lycée Ablogamé en noir et le complexe scolaire Cheikh Anta Diop ont tenu le pari du spectacle. Après seulement 2 minutes, Didier Djenke lance les hostilités pour le lycée Ablogamé. Malgré la domination des autres, les visiteurs vont profiter d'une errance défensive adverse. David Konoudi répond au duel des numéros 11 en égalisant pour Cheikh Anta Diop à 5 minutes de la pause. Le citron fait du bien aux Bleus qui obtiennent un pénalty à la reprise. Moïse Agbati-Vo se loupe face à Ben Sadé. Ce raté installe le doute chez Cheikh Anta Diop. Le lycée Ablogamé en profite. Odaï Zekpa force le verrou défensif bleu et se fait aider par Aaron Tchoupui. Odaï Zekpa revient à la charge sur un coup franc. Ablogamé est en ébullition. 3-1 à l'arrivée pour le lycée Ablogamé qui place cette victoire sous le signe du travail. On s'est retrouvés tous immédiatement au travail. Ça a donné fruit. C'est une équipe que nous sommes en train de travailler et ça ira loin quand même. Je désire aller en finale parce que moi-même j'étais élève à Ablogamé. Je désire rapporter ça comme défi. Ça n'a pas été facile pour nous, pour toute notre équipe, parce que ce n'est pas ce qu'on a prévu, qu'on a fait aujourd'hui. On a su gérer la pression. On continue d'avancer. Le CS Cheikh Anta Diop tire des leçons de cette défaite. On avait la possibilité de remonter au score et on avait raté un pénalty également aussi. Ça fait partie du jeu, c'est le football. On revient avec des bonnes intentions pour essayer de se qualifier pour le prochain tour. Pour le ministère délégué en charge de la jeunesse et des sports, les championnats scolaires et universitaires sont un tremplin de renforcement de la cohésion sociale et d'expression des talents. Le ministère des Sports s'est engagé à faire donc de ces championnats un sport à la base. Le jeu est plaisant. Et le niveau de jeu est vraiment très élevé. Et nous pensons que c'est le même engouement qui se fera un peu partout. Le sport, c'est un complément dans l'éducation des jeunes. La phase préfectorale est donc mise sur orbite dans les 38 préfectures engagées avec les catégories U15, junior, senior, hommes et dames. Les CSU 2025-2026 prennent en compte 8 disciplines. L'athlétisme, le football, le taekwondo, le basketball, le volleyball, le handball, le badminton et les e-sports. Merci à Edem Atipoy qui était donc là-bas, mais il y avait également le directeur des sports scolaires et universitaires pour cette balle d'ouverture. Monsieur le directeur, voilà, ça a bien démarré. Un aperçu du jeu de la dernière fois. Effectivement, j'étais à Ablogamé pour suivre le démarrage des championnats scolaires au niveau préfectoral. Il y avait les membres du cabinet également qui étaient, mais comme c'est la phase préfectorale coordonnée par la direction régionale, il ne fallait pas faire ombrage au directeur régional dans l'exercice de ses prérogatives. Voilà. Donc, comme à Ablogamé, je vais rappeler qu'après le lancement le 19 décembre,
à Palimé, la direction des sports scolaires et universitaires s'est impliquée activement à l'enregistrement des différents établissements, à la production des licences. Nous avons été heureux que les dispositions pratiques soient prises pour que le démarrage soit effectif le mercredi 25 février passé. Mais il y a eu 40 matchs qui se sont déroulés dans toutes les régions de notre pays. Il n'y avait pas que seulement à Lomé. Et le constat qui a été fait à la direction des sports scolaires et universitaires, le tout premier constat, vous l'avez si bien constaté à travers votre élément, c'est qu'il y a eu une mobilisation, une ferveur. Les populations, les élèves, les acteurs de la communauté éducative, les populations se sont massivement déplacées. Nous avons eu écho, nous avons eu les images dans toutes les autres localités également. C'est pour prouver qu'il y a un intérêt particulier et croissant autour des championnats scolaires et universitaires. Le deuxième facteur que je peux relever ici, c'est que les compétitions se sont déroulées sur l'ensemble du territoire dans un esprit de fair play, de convivialité. Aucun incident n'a été relevé au niveau des 40 compétitions qui se sont déroulées. Et j'avoue que même s'il y a des ajustements à faire par rapport au respect des horaires et au respect de la logistique. Quand je parle du respect de la logistique, c'est dans certaines localités faire tout pour qu'il y ait la présence de la Croix-Rouge, des forces de sécurité et de l'ordre avant le démarrage des compétitions. Je peux dire que de façon globale, nos impressions sont satisfaisantes pour le démarrage de ces compétitions dans toutes les localités de notre pays. Voilà, c'est bien de démarrer parce que c'est ça qui est plus important. Des fois, on lance, mais on ne démarre pas vite. Cette fois-ci, c'est fait. Félicitations pour ce démarrage. Ça sent donc, ça augure, ça annonce une compétition qui sera bien pleine. Et les choses seront au point. On va s'en tenir un peu aux différents résultats de la région Lomé-Golfe. Satisfaction? Oui, je vais dire que je fais un tableau général de tout ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays. Je ne voudrais pas m'appesantir uniquement sur ce qui s'est passé à Lomé Golf. C'est vrai qu'à Lomé Golf, il y a eu plusieurs terrains qui ont été occupés pour les compétitions. On a organisé un maillage. Il y avait nos éléments sur l'ensemble des terrains pour suivre le déroulement des activités. Mais globalement, comme je viens de l'annoncer, aussi bien au niveau des résultats, au niveau de l'ambiance, au niveau de la mobilisation, au niveau de l'organisation de façon structurelle, je peux vous relever qu'au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires, nous restons satisfaits pour la journée du mercredi, mais ça a joué également hier vendredi. Nous avons fait également le tour avec l'ensemble des directeurs régionaux pour recueillir les impressions et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut rapidement corriger. Mais jusqu'ici, je vous confirme que tout se passe très bien. Et notre souhait est de maintenir cette dynamique-là dans la suite des compétitions qui vont se poursuivre jusqu'à fin mars. Oui, voilà, on peut rappeler quelques résultats, quelques scores, s'il faut le dire. CG Baguida, Collège protestant de CG Baguida, donc battu largement, Collège protestant 4-8-0. Lycée Agoy Centre, bas, lycée Kakaveli 3-8-0. Le lycée de Tecoin 1 est tombé face au lycée Tecoin 2, 0-1. Le lycée Agoy Centre, toujours, contre le lycée Kouvaré. Le lycée Agoy Centre aussi à 1. Contre Kouvaré, c'est aussi 0-1. C'est vraiment les scores qu'il faut voir, à part celles qui ont donné 4-0, 3-0. Il y a quand même des 1-0, 1-0 avant de devenir au dernier score, lycée Zanguera qui bat aussi copieusement. Homme intégré, oui, homme intègre. Voilà, homme intègre, voilà, 4-0. Oui, monsieur le directeur. Oui, 4-0, 5-0 au niveau scolaire. L'entraîneur est devant moi parce que c'est pas criard, parce qu'au haut niveau, on a 9-0, on a 7-0. Je vais rappeler que les compétitions en milieu scolaire sont des compétitions de masse, donc ce ne sont pas tous les enfants qui sont entraînés régulièrement, qui sont préparés pour affronter les compétitions. Je pense que derrière, c'est l'épanouissement, c'est la joie qu'il faut donner aux enfants, c'est la convivialité qu'il faut créer, la fraternité. Et même si, au-delà de tous ces aspects que je viens de relever, nous pensons également à la détection des pépites pour renforcer les centres et les
différents clubs. Donc, ces scores ne sont pas étonnants. J'avoue que c'est normal qu'il y ait 4-0, mais chacun à son niveau fait son travail pour quand même réussir à engager des points et à avoir de bons résultats dans le cadre de ces compétitions. Autrement dit, tous sont à féliciter. Hein? Voilà, coach, voilà les tout petits, les jeunes, des écoles primaires, des collèges et puis des lycées. Il faut dire les jeunes joueurs qui sont donc en compétition. Oui, je crois que par le passé, c'est plutôt l'école qui fournissait les joueurs à tout le Togo. Tous ceux qui ont été donc grands joueurs aussi par le passé sont passés par les établissements. Quand vous voyez les joueurs de lycée de Koyi jouer contre le lycée de Zébevi, jouer contre le lycée de Sokodé, vous allez voir que c'est pratiquement l'équipe nationale togolaise qui joue. C'était les Issa Sakibo au niveau de Sokodé, à Koyi, vous voyez les Ezé, tout ça là. Ça voudrait dire que avant, l'école était le centre de formation. Aujourd'hui, les centres de formation ont pris le relais, mais l'école doit jouer toujours son rôle. Parce que à l'école, il y a l'éducation sportive qui est là tous les jours, et également c'est à l'école qu'on doit apprendre d'abord à jouer, à être discipliné, parce que le sport c'est la discipline, avant d'aller vers même les centres de formation. Donc c'est une très bonne chose qu'on puisse revenir à ce sport scolaire et mieux l'organiser. Et je crois que, à moins que le directeur nous donne un démenti formel, le temps a été un peu réduit. Cette année, c'est ce que j'ai pu constater dans certaines zones. Et ils n'ont pas joué pleinement les 2 fois 90, les 2 fois 45 minutes. Je ne sais pas si c'est au niveau donc des catégories inférieures, mais néanmoins, c'est qu'il y a de la joie, il y a de l'engouement, il y a de la discipline qui entoure l'événement, et on sent quand même qu'il y a de la préparation derrière, parce que quand il y a un championnat, les équipes scolaires commencent par se préparer. Et je me rappelle qu'à notre temps, parce que moi j'ai été pendant longtemps capitaine de l'équipe du lycée de Zébevi. Ah oui, hein? De plusieurs années quand j'ai fait le lycée. Et de seconde en terminale. Oui, oui. On a les séances, matinales avant d'avoir les séances de l'après-midi, quand nous sommes en compétition. Et on a joué plusieurs fois à la finale justement de ce championnat. Parce qu'on s'entraînait énormément pour y arriver. Ça veut dire qu'il y a derrière, il y a du travail qui se fait déjà au niveau scolaire, et ça forme l'enfant, ça donne l'esprit de solidarité, l'esprit de motivation et l'esprit de défendre un établissement à l'enfant. Déjà l'enfant, dès son établissement, sait que j'appartiens à une structure qu'il faut défendre, et on travaille comme cela. Ça ne nous a jamais empêché de progresser au niveau scolaire. Voilà, c'est tout ça. Il ne faut pas dire que c'est parce que nous venons tôt, déjà à 6 heures, on est sur le terrain, et à 7 heures, on doit essayer d'aller sur les robinets, se mettre à l'aise pour aller au cours. Ça ne nous a jamais empêché de progresser dans les études. Donc c'est plutôt une formation pour nous qui avons été dans ce cas. Je crois que c'est la même chose que les élèves doivent faire encore aujourd'hui pour progresser justement au niveau des activités sportives. Oui. Voilà, vous voulez rebondir sur ce que dit... Oui, bon, si je vais rebondir, bon, je suis fier d'être en face d'un produit des championnats scolaires. Voilà, oui. Si je vais rebondir, c'est par rapport au temps de jeu. Oui. J'avais relevé dans mon commentaire que s'il y a quelques ajustements à faire par rapport aux horaires et par rapport à la logistique, c'est vrai qu'au niveau du foot, nous avons 2 catégories. Nous avons les U15, la catégorie minime. Nous avons les juniors seniors, c'est-à-dire les 17 ans et plus. Ils n'ont pas les mêmes temps de jeu. Au niveau des U15, on ne peut pas jouer 2 fois 45 minutes. Au niveau des juniors seniors, on doit jouer 2 fois 45 minutes selon les directives. Mais une fois que les dispositions n'ont pas été prises et que le match n'a pas vite commencé, je pense qu'il y a le commissaire de match, il y a les 2 entraîneurs, toutes les équipes s'entendent pour peut-être procéder à la réduction du temps de jeu. Ce sont ces genres d'ajustements qu'il va falloir apporter pour la suite des compétitions qui va se dérouler dans les différentes localités. Voilà, monsieur le directeur, il faut également souligner qu'il y a également au niveau du football, il y a le groupe féminin aussi qui est entré dans le jeu, dans la danse. Hein? Oui, le football féminin a démarré. Dans les années antérieures, nous avons constaté que nous commençons par le football masculin, on enchaîne le football féminin, après on finit par les meetings d'athlétisme. Mais nous avons constaté déjà qu'à Lomé, il y a eu déjà le football féminin. Dans la région des Savanes, il y a le football féminin qui est également déjà rentré dans l'arène. Il y a également le volleyball et le basket
qui sont déjà également rentrés dans l'arène au niveau de Lomé Golf. Les disciplines vont s'enchaîner progressivement au fur et à mesure jusqu'à la fin de la phase préfectorale. Oui, voilà, donc ce qui nous amène à donner cette rectification et cette précision. Le lycée à Goué-Centre, dont on a parlé dans 2 tableaux, donc il y avait une équipe dames et une équipe hommes. Donc c'est les hommes qui ont perdu 0 but contre 1 face au lycée Kouvaé, tandis que les dames ont battu le lycée Kakaveli 3 buts à 0. Même au lycée de Tocoin, c'était un match féminin. Entre le lycée de Tocoin 1 et Tocoin 2, c'était un match féminin également, c'était pas un match masculin. Ah, lycée de Tocoin 1 et CG Atikpa. Tocoin 1, Tocoin 2, c'était mercredi, c'était un match féminin. Bon, je sais pas très bien. Tocoin 1 et Tocoin 2. Voilà, lycée Tocoin 1, lycée Tocoin 2, c'était pour les dames. Voilà, il faut quand même donner ces précisions. Oui, voilà, il y a eu également du volleyball, tel que le directeur l'a dit. On peut donner les scores. Lycée Aïdé Gomé 2 face au collège protestant d'Agbalopé Dogan. Oui, donc forfait 3-7-0. Quant au lycée à Goué-Centre face au lycée Aïdé Gomé 2, là, donc ça fait 2-7-0 pour le lycée à Goué-Centre. Au basket, le collège Béatrice Pascal face au protestant à Balopé Dogan. Donc également un forfait, voilà. Forfait du protestant ne peut pas arriver donc, pour ce match-là. C'est un problème structurel que la direction régionale va gérer. Très bien. Voilà. Oui, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la suite de cette compétition? Oui, c'est vrai, nous avons démarré la phase préfectorale. Monsieur le directeur. Oui, nous avons démarré la phase préfectorale, les compétitions se jouent. D'ici la mi-mars, la direction des sports scolaires et universitaires prendra les dispositions avec toutes les instructions de Monsieur le ministre délégué et chargé de la jeunesse et des sports pour apporter aux différentes inspections et aux différentes régions les appuis financiers et matériels afin de pouvoir les pousser à conclure de façon positive les finales au niveau des différentes préfectures. Donc après la phase préfectorale, il y aura bien évidemment dans la foulée les 2 premières ou les 3 premières semaines du mois d'avril, il y aura les finales régionales dans les chefs-lieux de région. Et après les finales régionales, nous allons laisser les élèves s'atteler à la question académique, aux différents examens qui sont programmés. Et juste après le bac 2, il y aura les finales nationales scolaires. Derrière, il y aura la phase universitaire, il y aura la phase régionale des universités et il y aura également les finales universitaires après les examens. Très bien. Voilà. Mais ça va démarrer quand pour les universitaires? Les universitaires, d'abord, il faut rappeler que actuellement, dans les universités publiques, dans les universités privées, dans les établissements d'enseignement supérieur, il se déroule ce qu'on appelle souvent les interfacultés, les interdépartements. Le 4 mars prochain, à l'université de Lomé, vont être lancés les championnats sportifs de l'université de Lomé. L'université de Kara se prépare également dans d'autres universités, histoire de former leurs différentes équipes pour s'engager et prendre part aux finales régionales universitaires qui sont organisées par la direction des sports scolaires et universitaires. Ça doit être en avril. Et en avril, on lance la phase avril-mai, on va lancer la phase régionale et universitaire. Et après les finales nationales scolaires, nous allons programmer les finales nationales universitaires. Voilà, on va maintenant aller vers la régie à la suite de ce match à Blogamé. Des élèves se sont prononcés au micro de Edem Atipoué. Nous les écoutons. On ne peut pas rester à tout moment dans les écoles seulement sur les bancs pour apprendre. Au moins, on va se distraire avec ça. Il y a certains qui ne sont pas habitués d'aller sur les terrains. Au moins, ils se déplacent sur les matchs de football. Je suis venue pour regarder le match, pour voir quel écart sera meilleur et tout. Ça apporte beaucoup de choses, se divertir. Je souhaite à mon école d'être vainqueur et de marquer plusieurs. Je souhaite à Tchekata Job le but, la réussite et un peu de vainqueur aussi. Le coach ça me ramène encore dans le monde scolaire par le passé. Mais les jeunes ont besoin de ça pour se défouler. Il faut donc, au-delà de l'éducation, il faut associer le travail scolaire et aussi à ce genre de distraction.
Je crois quand même que c'est la distraction. D'abord, à leur niveau, c'est la distraction, puisque c'est vrai que c'est une compétition, mais ça permet à tous les autres de se distraire. Et on a constaté aujourd'hui, quand nous voyons le championnat national au niveau donc, de la division, et on constate que le public n'adhère plus. On ne comprend pas. Alors que quand vous êtes sur le terrain au niveau du championnat scolaire, vous n'avez pas la place pour sur les matchs. Il y a tellement de monde, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait, qu'on constate que dès le bas âge, l'enfant s'intéresse justement à toutes les disciplines. Donc il faut leur donner ces occasions pour se défouler, pour aller voir ces disciplines et faire le choix peut-être pour leur discipline à venir. Merci bien. Oui, monsieur le directeur, on constate que d'année en année, les disciplines s'ajoutent aux anciennes pour ouvrir beaucoup plus le champ des championnats scolaires. Cette année, 2 nouvelles disciplines, s'il faut le dire, le badminton et le e-sport. Il y a le taekwondo également. Le taekwondo, oui. Le taekwondo également. Qui est nouvellement entré. Oui. D'accord. Ça fait 3 disciplines qui s'y sont ajoutées cette année. Oui, voilà. Bon, pourquoi continue-t-on d'ouvrir le champ de ce championnat scolaire? Oui, c'est pertinent. Pourquoi continue-t-on d'ouvrir le champ scolaire aux disciplines sportives? Au Togo, nous avons près d'une trentaine de disciplines sportives reconnues officiellement au niveau du ministère chargé des sports et reconnu également au niveau du comité national olympique. Nous œuvrons, au-delà de contribuer à l'épanouissement des élèves, nous œuvrons à faire en sorte que le sport scolaire soit un outil qui contribue à l'émergence du sport de façon générale dans notre pays. Nous avons nos sports traditionnels que tout le monde connaît, d'ailleurs, qui sont sur la base de l'histoire, sur la base du vécu, qui sont pratiqués dans toutes les régions de notre pays. Je parle du football, je parle de l'athlétisme, la discipline mère. Je parle du handball, je parle du volleyball, je parle du basket. Aujourd'hui, nous sommes heureux que nous avons été accompagnés par le gouvernement pour atteindre au moins ces disciplines-là qui sont en permanence au niveau des championnats scolaires et universitaires. Mais derrière, nous avons beaucoup d'autres sports que nos enfants, que tous les Togolais doivent également connaître, parce qu'une fois que ces sports sont reconnus au niveau national, il faut également donner la chance à notre jeunesse de découvrir ces sports. Donc, au niveau du ministère chargé des sports, de la jeunesse et des sports, nous avons pensé qu'au-delà de ces sports traditionnels que nous programmons au niveau des championnats scolaires, il faut donner la chance à nos enfants de découvrir les autres sports. Donc, nous programmons 1 ou 2 sports que nous appelons des sports de vulgarisation. Donc, le badminton et le taekwondo sont programmés pour les sports de vulgarisation, le e-sport pour un sport de démonstration, histoire de continuer dans la logique de la démocratisation de la pratique, la logique de la diversification de la pratique, mais également la logique de la prise en compte des besoins réels de nos enfants dans les établissements. Tout le monde n'est pas football, tout le monde n'est pas basket, tout le monde n'est pas volley. Quand vous introduisez une nouvelle discipline, vous avez la chance de constater dans un établissement qu'il y a d'autres élèves qui, au-delà des disciplines traditionnelles que nous avons citées, s'intéressent également à d'autres pratiques. C'est pour ça que nous continuons de donner la chance en ouvrant les champs de discipline, en donnant la chance également. Ce n'est pas un luxe ou bien ce n'est pas pour faire plaisir aux fédérations, mais c'est pour tenir compte des besoins qui existent au niveau de la jeunesse et au niveau également des établissements scolaires. C'est très bien. Et chaque édition tourne également d'un thème, monsieur le directeur. Celui de cette année, c'est bien sûr le sport scolaire et universitaire, une école de civisme et de patriotisme. Quel message vous voulez véhiculer concrètement à travers? Oui, depuis quelques années également, je ne sais pas, le doyen qui est en face de moi va peut-être confirmer ce que je vais dire. C'est vrai que le championnat scolaire et universitaire a été un outil favorable pour le développement et le rayonnement du sport de notre pays. Mais nous avons remarqué que les championnats scolaires et universitaires ne doivent pas seulement être des compétitions. Nous sommes en milieu scolaire, nous sommes dans un cadre structurel et institutionnel. Il faut se servir de ce champ d'organisation des compétitions également pour faire la promotion d'un certain nombre de valeurs dans notre pays, pour sensibiliser les acteurs et promouvoir les valeurs dans notre pays. C'est pour cette raison que depuis quelques années, il y a toujours un thème qui est défini
pour accompagner le déroulement des championnats scolaires. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est les championnats scolaires et universitaires, une école du civisme et du patriotisme. C'est pour sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative. Vous savez très bien, par le canal des championnats scolaires, il faut apprendre aux élèves et aux étudiants le respect des règles, le respect des officiels, le respect des décisions des arbitres, le respect des adversaires. Il faut les apprendre à accepter la défaite. Il faut les apprendre également à ne pas se moquer de ce qu'ils ont gagné, c'est-à-dire que vivre la victoire, mais dans l'humilité. Ce sont des valeurs. Donc nous faisons en sorte que par les compétitions, que le sport ou bien que les compétitions soient une action de sensibilisation sur le civisme à travers les activités sportives. Également au niveau du renforcement des valeurs patriotiques, je vais dire que quand vous participez au championnat scolaire, c'est que vous représentez un établissement. Vous êtes fier de représenter un établissement. Quand vous vous qualifiez au niveau de votre préfecture, c'est que vous êtes fier de porter les couleurs ou bien de porter les couleurs de la préfecture au niveau de la région. Oui. Quand vous venez au niveau de la région et que vous remportez le trophée au niveau de la région, vous êtes fier de représenter la région. Quand vous êtes sélectionné, vous êtes fier également de représenter votre pays. Cette fierté d'appartenance à une localité, d'appartenance à un pays et de représenter valablement le pays pour sa visibilité, pour les valeurs que le pays développe, restent des aspects fondamentaux pour nous, pour transmettre à la jeunesse à travers les compétitions scolaires et universitaires. Et j'avoue que nous nous battons au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires pour faire des championnats scolaires et universitaires un laboratoire de citoyenneté où chaque match va être un exemple de civisme, où chaque acteur va être un ambassadeur du patriotisme. Oui, très bien. À quel moment concrètement ce message est véhiculé aux joueurs? En fait, dans les directives, d'abord, au niveau du lancement, nous avons eu des plages pour faire passer des messages. Dans les directives, il est dit que les inspecteurs, les directeurs régionaux prennent les dispositions lors des compétitions au niveau des différentes inspections préfectorales et lors des compétitions au niveau des finales préfectorales et au niveau des finales régionales jusqu'au final national, on prend les dispositions. Surtout que nous sommes avec la jeunesse, nous avons été instruits fortement par le ministre délégué chargé de la jeunesse et des sports. Nous associons les maisons de jeunes, les centres de jeunes, tous ces acteurs-là qui sont dans les différentes localités, à s'associer avec les inspecteurs et les directeurs régionaux pour continuer par sensibiliser les acteurs lors des différentes compétitions sur le civisme et le patriotisme. Oui, voilà, merci le directeur, merci pour tous ces éclaircissements sur cette compétition. Quelle est la finalité de tout ce que nous organisons au niveau des championnats scolaires aujourd'hui? Oui, je pense que les finalités au niveau des championnats scolaires, les finalités au niveau du sport, on les a déjà abordées quand on parlait un peu des journées nationales des sports. Je peux relever trois. Ça se rejoint? Je peux relever trois fondamentalement. C'est la pratique sportive. Je peux relever trois. Nous faisons la promotion de la pratique régulière des activités sportives, histoire de les utiliser pour des outils d'éducation, de formation et d'épanouissement. Ça, c'est le premier aspect que je peux relever. Le deuxième aspect, c'est que nous favorisons le développement intégral des élèves par l'organisation régulière des compétitions. Et le troisième volet que je peux également annoncer, c'est contribuer à l'émergence du sport national par la détection, le suivi et la promotion des talents. Voilà, justement, s'agissant donc de cette promotion des talents qu'on a l'habitude de détecter, on va jeter un regard dans le rétroviseur pour voir qu'est-ce qu'ils sont devenus ces talents qui ont été détectés dans les éditions précédentes. Oui, je vais parler des éditions précédentes à court terme. Sinon, s'il faut faire une longue rétrospection, il est là, il va vous citer des noms.
ceux qui sont Monsieur le passés par directeur, le championnat on scolaire. a constaté qu'il fut un moment même les championnats scolaires n'étaient même plus à la page. Voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dynamique. Oui, et c'est tout à fait. Donc, pour ça que nous posons la question. Je vais rappeler que nous faisons de la détection. La direction des sports scolaires et universitaires est en partenariat avec les centres de formation sportive agréés. Oui. Et à l'issue de chaque campagne des championnats scolaires et universitaires, il est fait une détection des talents. Certains sont envoyés dans les centres de développement de sport de Palimé et de Bassar, fondamentalement de Palimé depuis 2 ans, puisque c'est ceux qui quittent Palimé qui migrent vers Bassar quand ils obtiennent leur BPC. Mais j'avoue, je vais vous rappeler que je ne vais pas parler uniquement de ceux qui sont actuellement dans les centres, mais nous avons déjà des talents qui sont sortis, qui évoluent dans le championnat national. Nous avons des joueurs qui évoluent dans le championnat national. J'avais des noms que j'ai notés. Nous avons 2 qui évoluent dans le championnat D1, dans le championnat professionnel au Bénin. Mais nous avons également Karim Derman, qui est un produit qui est sorti des championnats scolaires. Il a été détecté lors des championnats scolaires. Il a fait son passage, il a été formé au niveau du CDS Palimé. Je pense que on n'en parle pas beaucoup, ou bien on ne veut pas le faire découvrir. Karim Derman a été formé, c'est le ministère qui l'a détecté quand il a eu son CEPD. Il a fait son passage, sa préformation, il a fait au niveau du CDS Palimé. Nous avons encore des preuves. C'est un produit. Il y a Bouraïma Apondo. Lui, il faut le dire, il évolue aujourd'hui en Ligue 1, en France. Oui, absolument. Voilà, il y a Bouraïma Apondo aujourd'hui qui a fait ses bons moments au niveau de l'attente 2. Il a été pratiquement 3 fois meilleur buteur du championnat sportif universitaire. On va me dire que ce n'est pas le haut niveau, mais celui qui connaît également le championnat sportif à l'université, il sait quand même que ce championnat peut rivaliser par moment notre championnat également élite, D1 et D2. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est cité à ASCO. Je ne sais pas s'il a déjà signé à ASCO. Donc c'est juste vous dire que le centre produit des talents, on ne communique pas assez. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Ceux qui sont détectés, il y a certains qui sont détectés lors des championnats, qui sont rentrés dans les centres privés. Il y a d'autres qui sont rentrés dans les centres publics et qui, dans l'avenir, vont faire les beaux jours du sport de notre pays. Maintenant, on va en parler beaucoup. Hein? On va parler. Ou bien, non, on va opter pour ça. Absolument. Parce que vous venez de nous informer. Là, que Karim est passé par là. Et là, on n'avait pas l'information là jusqu'ici. Voilà, merci. Ça va être quand même peut-être le dernier point maintenant, un mot sûrement à l'endroit de ces acteurs-là, les acteurs impliqués dans l'organisation du championnat scolaire. S'il faut le dire aux joueurs, qu'est-ce que vous avez à leur dire et à si j'ai un mot à l'endroit des établissements, c'est dire que c'est vrai que cette campagne a déjà démarré, c'est d'inciter les chefs d'établissement à donner la chance à nos enfants et à nos petits frères. En intégrant les différents établissements au programme des championnats scolaires et universitaires. C'est également inciter les élèves qui sont déjà inscrits au niveau des championnats scolaires et universitaires, les élèves, les encadreurs à faire preuve de fair play, à faire preuve de fraternité, parce que les championnats scolaires, c'est des moments de convivialité, c'est des moments de joie, des moments de cohésion nationale. C'est également inviter nos directeurs régionaux et nos inspecteurs à être très vigilants sur le terrain, à faire preuve de vigilance. Faire preuve de vigilance, c'est prendre toutes les dispositions adéquates et nécessaires pour une organisation parfaite des compétitions dans toutes les localités de notre pays. C'est également inviter la presse, inviter TVT qui est toujours notre témoin lors de tous nos événements que nous organisons. C'est inviter vraiment la presse et les journalistes à relayer les informations des championnats scolaires et universitaires, histoire également d'attirer l'attention de la direction des sports scolaires et universitaires sur ce que nous pouvons faire pour corriger certaines différences ou bien prendre des dispositions pour améliorer les futures organisations. Oui, voilà, merci monsieur le directeur. On va donc aller à la tête de ce ministère. Un mot du ministre pour donc mettre fin à cet entretien. Qu'est-ce que monsieur le ministre a donc à dire sur ce championnat scolaire? Nos profondes gratitudes au président du Conseil qui a bien voulu instaurer ces championnats scolaires et universitaires. Des championnats qui permettent à nos jeunes de s'affirmer, partager et véhiculer des valeurs auprès donc de nos écoliers, des valeurs de vivre ensemble, des valeurs de fair play, des valeurs de citoyenneté.
Oui, voilà. Merci donc au ministre pour tous ces mots à l'endroit. Donc, des premiers responsables du pays, le PC en premier, et puis oui, le monde Jean, scolaire. Mon ministre l'a déjà dit. Oui, il a remercié le président du conseil pour tout ce qu'il fait pour la valorisation et la relance des championnats scolaires et universitaires dans notre pays. C'est ça. Bien, éduquer à travers le sport. La direction régionale du Grand Lomé passe à l'acte. Elle a officiellement procédé ce vendredi au lancement du projet Éducation pour le sport, une initiative visant à inculquer aux élèves les règles de vie et de discipline. Une initiative soutenue par le gouverneur du Grand Lomé et le maire Golfe 1 et de Aguanivé 4. Sergine Raimondo. Le complexe sportif du 4e lac pris d'assaut par les élèves. Et ce sera désormais ainsi chaque mercredi et vendredi soir. Sous l'encadrement attentif des professeurs d'EPS, ils y exerceront leur discipline préférée, gymnastique, tennis de table, badminton, handball et basketball. Au-delà de la performance sportive, l'objectif est clair, former des citoyens responsables. C'est un projet pédagogique qui a pour ambition de discipliner les élèves, de les occuper pendant leur temps libre à travers des activités sportives qui vont les responsabiliser. Parce que quand ils sont loisifs, ils sont tentés de se donner à des vices. Donc avec ce projet-là, on pourra les occuper et à travers ça, ramener un peu de discipline dans nos établissements. Le projet n'a pas une durée limitée. C'est un projet à long terme. La directrice régionale de l'éducation du Grand Lomé s'est félicitée de l'enthousiasme des élèves et de l'implication des encadreurs. Elle salue un projet qui place l'élève au cœur d'une éducation complète. Les bénéficiaires en sont conscients. Nous remercions les autorités pour cette activité parce que c'est bien pour notre santé. Et je souhaite à beaucoup d'élèves de participer parce que c'est bien pour la santé. Ça nous permet d'évoluer et nous évitons beaucoup de maladies. Nous sommes très contents de cette infrastructure que l'État met à notre disposition. On leur promet de bien prendre soin de cette infrastructure et de développer notre passion à travers le basket, le volley et tous les autres jeux. Éduquer à travers le sport prend ainsi son envol dans le Grand Lomé. Un projet qui démontre à suffisance la volonté des responsables de l'éducation nationale à faire du sport un levier de transformation des citoyens. Oui, merci à Sergine Raimondo. Avant de poursuivre, nous sommes rejoints au plateau par M. Sylvain Aloès-Solé. Il est agent de joueur. M. Sylvain, bonjour. Bonjour Jean, bonjour chers téléspectateurs. Oui, ça fait un bail, s'il faut dire. dire. Ça fait un moment. C'est pour des responsabilités diverses. Voilà, c'est aussi de traiter les joueurs. Être agent de joueur, pas facile aussi. Hein? C'est pas facile. Il va falloir toujours suivre les matchs, essayer de se déplacer par moment, suivre les compétitions et puis essayer effectivement de faire ton business pour effectivement placer les jeunes talents s'il y a l'occasion qui se présente. Et ça fait voyager beaucoup aussi. Oui, ça fait effectivement voyager beaucoup. Tu dois te déplacer chaque fois, essayer de suivre les compétitions, essayer de travailler sur des potentiels joueurs que tu as à ton niveau. Voilà. Merci bien. Ceci dit, on va ouvrir la page du championnat national de football de première division. Oui, on va parler donc de cette journée, la 15e, bien sûr, les matchs au programme. L'avant-papier donc de cette journée, c'est 7 matchs au programme que nous présente Arayatou Ido. À seulement 2 points du leader, les jaunes et noirs de la COSA recevront à domicile ce samedi un match avancé, Bolosso au municipal de Kara. Toujours à Kara ce dimanche 1er mars, l'AS Bina, dernier au classement, offrira l'hospitalité à l'étoile filante victorieuse lors de la dernière journée. Tandis que l'ASK, le leader avec 33 points, cherchera dans son court déplacement à Sokodé à venir à bout de l'Unisport de la localité.
Tambo, vainqueur lors de la journée précédente, cherchera à domicile à emporter les 3 points face à Gomido, qui peine à se relever cette saison. Espoir de Zio, 11e, recevra l'AS Barracuda, classé 5e dans une rencontre déséquilibrée. Au même moment, Dito et Entente de croiseront le fer au stade de la JCA dans ce qui concerne le duel de la capitale. L'AS Auxerre, avant-dernier au classement, accueillera enfin Semassi au municipal de Lomé. Cette affiche reste un suspense pour la prochaine journée. Oui, merci à Abadiatou Ido. Oui, voilà. Coach, la 15e journée avec ce qu'elle affiche. On est parti là du premier match de cet après-midi. Oui, déjà à Kara, je crois que ça démarre cet après-midi avec Asco qui est toujours en duel à distance. Voilà. Parce que les deux leaders, sur chaque journée, se cherchent à distance. Donc Asco tentera de prendre la tête aujourd'hui et en jouant contre Golossou, je crois, et Akara aujourd'hui. Mais Golossou aussi, qui la saison passée était en deuxième position à la fin du championnat, a mal démarré. Donc cette équipe essaie de corriger le tir. Je crois qu'ils ont eu à déjà changer d'entraîneur 2 fois et avec Bonfoy arriver à haut, ça va mieux pour Golossou, puisque le leader actuel ACK a été titillé à domicile par Golossou. Golossou s'est déplacé à Kara avec Bonfo. Il y a eu un match nul. Est-ce que Bonfo va réussir encore à accrocher avec Golossou et Asco sur cette journée-là? Mais ça reste quand même un match très compliqué pour les deux équipes. Et alors que on connaîtra demain tous les matchs de la journée, et il y a de très beaux matchs qui sont au programme. Et ce qui est évident, c'est que sur chaque journée, et ACK et ASCO tiennent leur rang, et ce qui fait que c'est compliqué de dire qui sera champion à la fin. Ce qui est décevant, c'est l'équipe de OTR. L'équipe de OTR qui sur le terrain pratique un beau football, mais au plan de finition, il y a des difficultés et on met en place donc un jeu bien tactique, bien huilé, avec une bonne possession, mais en fin de compte, on perd pratiquement tous les matchs, ce qui n'est pas bien pour OTR qui est classé 12e, à l'avant-dernière position. Pour cette équipe qui a joué la tête l'année dernière, parce que OTR a failli être championne l'année dernière. Je crois quand même que ce n'est pas une très bonne chose pour cette équipe-là, mais nous sommes en phase retour et que OTR a promis de faire des réglages au cours de la trêve. Au cours de la trêve. Et si ces réglages sont faits, on verra ça sur les tout premiers matchs justement de cette phase retour. Et demain, on verra OTR à l'œuvre si vraiment il y a eu réglage qui a été effectué lors du mercato. Oui, ce réglage n'a pas marché pour la 14e journée en fait. OTR a perdu donc 0 but contre 1 face à Étoile Filante. On suppose que Étoile Filante a été meilleur sur cette journée, mais on va voir si aujourd'hui, demain, OTR va revenir dans la compétition. Face à Semassi. Face à Semassi, justement. Très bien. Oui, Sylvain, voilà, la 15e journée est arrivée. Au vu donc des classements, des résultats de la 14e journée. Et quel match vous retient votre attention sur cette journée-là et qu'est-ce que vous comptez dire par rapport à la rencontre? Je pense qu'il y aura un derby entre, un duel entre Asco et Golossou des Lacs. Je crois quand même que Asco mérite de pouvoir confronter sa position dans ce championnat. À part ce duel, il y a Étoile Filante aussi qui va se déplacer à Asbina. Et je crois que tous les matchs de cette journée sont vraiment importants. Il y a de l'enjeu sur toutes les pelouses. Et je crois quand même que les clubs de la capitale doivent essayer de faire le plus maximum pour pouvoir avoir un peu plus de points. Parce que c'est jamais facile de se déplacer vers le nord. Quand on sait que Étoile Filante ira à Asbina. Et puis également Gomido qui ira à Tambo FC. Voilà. Donc tous les matchs, je pense quand même que nous à Lomé on aura l'occasion de voir le match de Dito, Entente 2,
au TR et puis c'est Massy. Voilà. Je crois quand même que tous les matchs sont vraiment importants et le public doit se déplacer massivement sur les terrains pour pouvoir essayer de supporter leur club. Voilà. Oui, et quand on connaissait le cas de Barracuda qui en début de saison était déjà avec le vent en poupe. Qu'est-ce qui se passe ces derniers jours, ces derniers temps? Barracuda n'a plus cette verve-là. La reprise juste à la 14e journée, une défaite. Oui, il faut dire que face à Istanbul. Barracuda avait commencé le championnat en gagnant presque tous ses matchs. Oui. Mais depuis un certain moment, je crois quand même que les gens ont lu le jeu de Barracuda et attendent Barracuda parce que quand vous commencez comme ça, c'est comme l'entente de la saison surpassée. L'entente qui gagnait tous ses matchs et puis après, on a vu comment l'entente a terminé. Donc, Barracuda, son jeu est lu par les autres. Il va falloir changer de fusil d'épaule. Il faut changer de stratégie de jeu. Si vous commencez très bien comme ça et que les gens vous suivent, les gens essaient de travailler contre vous, faites tout et tout pour vous gagner sur vos matchs. Il faut maintenant donc, en milieu de championnat, voir, c'est pas ce que vous avez pris pour commencer, il faut toujours l'utiliser. Donc, je crois que c'est un staff technique de Barracuda qui doit travailler, qui doit essayer de voir ce qu'il faut changer maintenant, ce qu'il faut apporter de meilleur par rapport à leur style. C'est un peu incompréhensible que depuis pratiquement près de 7-8 saisons, le titre a quitté Lomé. Avant, par le passé, quand on parle du championnat, le titre c'est toujours à Lomé. Et à part ça, c'est Sokodé qui, d'Amer et Pion, des fois a des équipes de Lomé. Mais depuis pratiquement des saisons, le titre a carrément quitté Lomé. Ça, on se demande s'il y a Lomé. Alors que c'est à Lomé qui a les infrastructures. C'est à Lomé et on a les moyens d'avoir la plupart des bons joueurs. Et les joueurs qui vont jouer à l'intérieur, la plupart quittent Lomé. Alors ça voudrait dire qu'il y a du travail qui manque un peu à Lomé. C'est parce qu'on n'a pas le temps de travailler suffisamment. Mais les clubs de Lomé doivent travailler. Les clubs de Lomé doivent faire tout et tout pour ramener le titre à Lomé. Pour le faire, il faut vraiment gagner les matchs. Et on a pensé hier et l'année dernière que c'est inscrit au TR allait faire, mais ça n'a pas été jusqu'à la fin. Et cette saison, on a pensé que Barracuda allait faire la même chose. Mais nous sommes qu'à la 15e journée. Barracuda peut toujours revenir et prendre le titre. 15e journée, il reste encore juste 11 journées, hein, coach? Oui, en 11 journées, je crois quand même que notre championnat est un peu serré. Et il n'y a pas une grande différence entre les clubs. Quand vous gagnez 3 matchs, c'est que vous pouvez prendre la tête du championnat, rattraper la première équipe si l'équipe première n'a pas gagné tous ses matchs. Et ce qui n'est pas facile aussi? Non, ça ne sera pas facile. Mais il faut travailler. Gagner 3 matchs d'affilée. Il faut travailler pour, justement. Il faut travailler pour. Quand vous voyez les équipes comme Ascou, comme OT, comme ACK, qui gagnent presque tous leurs matchs, et leurs défaites, c'est des matchs nuls, c'est que derrière, il y a du travail qui est fait. Il y a du travail. Donc, les équipes de l'OM aussi savent qu'il faut travailler. Ils doivent le faire. Voilà. Sylvain, ça dit que le vrai travail a quitté la capitale. Ouais, comme l'a dit le doyen, il a parfaitement raison. Je vais évoluer dans le même sens que lui. Quand nous prenons même, c'est pas que le Togo, hein, quand nous prenons même les grands championnats, vous voyez en France par exemple, c'est Paris Saint-Germain qui fait un club de la capitale qui essaie de gagner le titre à chaque fois. Vous allez en Espagne, c'est pareil dans la Liga, soit c'est le Real Madrid de la capitale. À Londres, dans la première ligue anglaise, on a beaucoup de clubs de Londres qui essaient, même en Italie. Et vous voyez, il y a l'AS Roma, il y a le Milan. Généralement, je pense quand même qu'au Togo, c'était pareil dans les années antérieures. On avait les plus grands clubs, c'est la capitale. Il a dit aussi les joueurs quittaient Lomé pour aller au nord. Maintenant, aujourd'hui, les clubs de la capitale n'arrivent plus à maintenir leur niveau. Il a dit, il est entraîneur, il sait de quoi il parle. Donc, je pense quand même que les entraîneurs doivent essayer de revoir leur tactique. Et il y a un travail aussi qui doit se faire de ce côté-là. Le travail revient d'abord au président de ces clubs de la capitale. Et ça ne revient pas qu'aux joueurs ni aux entraîneurs. Parce qu'il faut que le président du club, chaque club a un objectif fixé. C'est l'objectif que vous donnez aux joueurs ou à l'entraîneur que vous allez donner les moyens pour. Il faut qu'il y ait un objectif de résultat aussi à la fin de chaque exercice. Vous ne pouvez pas commencer un championnat et vous laisser les joueurs et les coachs de faire ce que vous pouvez. Non. Il devait y avoir un cahier de charge. Vous devez atteindre
la première ou au pire des cas dans les top 3. Mais quand ça n'arrive pas, il va falloir essayer de tirer les leçons ou les enseignements nécessaires pour qu'à l'avenir, vous allez chercher à arriver au niveau du top. Oui, ceci dit, on va faire un flashback sur la 14e journée, vivre des rencontres qui ont eu lieu. Le premier, c'est donc Gomido qui recevait ASCO à Palimé. Le reportage est signé Tien Piotba. Décidément, le syndrome de la défaite à domicile dont souffrent les Showboys de Palimé est loin d'être terminé. Ce week-end, devant les condamnés de la COSA, ils courbent les chines 0 but contre 1. But inscrit en toute fin de la partie par Souleymane Koulibaly sur une passe décisive de Taoufiki Zoulazi. Les 3 points sont précieux pour l'ASCO qui met la pression sur le leader ASCK. C'est une victoire qui était très importante pour nous parce qu'on a quand même pris de retard sur le premier. Donc aujourd'hui, on n'avait pas droit à l'erreur. Il fallait trouver la période où il faut faire le travail pour pouvoir être prêt pour les autres matchs. Donc la fatigue s'est fait sentir pendant le match. Mais mes garçons ont fait preuve de solidarité et de combativité. Et ça, c'était très important pour nous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc aujourd'hui, ils m'ont fait plaisir. Gomido, qui a néanmoins maîtrisé son jeu, démarre ainsi mal la reprise. Ils ont fait beaucoup d'efforts et je crois qu'ils méritaient mieux que ça. Mais bon, comme je le dis, si on n'est pas concentré, un match ça dure 90 minutes, il faut être concentré jusqu'au bout. On a failli juste 1 seconde et on prend un but. Mais bon, c'est le football et on ne va pas dormir là-dessus. On va se préparer pour le prochain match. Et ce sera face à Tambo de Dacha à Atakpami. ASCO, quant à elle, offrira son hospitalité à l'AS Boulossou. Oui, c'est bien, on va s'intéresser au cas Gomido qui surprend négativement cette saison. Ouais, il y a le syndrome de défaite à la maison, comme on le dit. Et je crois quand même que c'est également un club qui, depuis un moment, n'arrive plus à donner espoir à son public sportif. Mais ils doivent essayer de corriger, de trouver d'abord les vrais problèmes. Parce que quand vous ne savez pas ce dont vous souffrez, c'est difficile de trouver une solution. Donc je crois quand même que cette équipe-là a besoin de pouvoir faire les analyses de fond. Le coach l'a dit, ce n'est qu'un match. Hein. Après tout, la vie continue. Ils vont essayer de tirer les leçons de cette défaite-là. Mais il ne va falloir pas que ça soit de façon répétitive parce que c'est un championnat. Plus vous perdez les points à domicile, il ne faut pas espérer aller chercher à l'extérieur. Voilà, pour pouvoir aller loin dans un championnat, il va falloir d'abord compter sur les matchs à domicile. Parce qu'à la maison, vous avez toute votre force, vous avez le public, vous avez les avantages à votre niveau. Mais vous n'arrivez pas à chercher à prendre des points à la maison, ne serait-ce qu'un match nul. Vous allez espérer maintenant aller chercher des points à l'extérieur. Ça deviendra très très compliqué pour cette formation de Gomido. Chapeau à ASCO de Kara qui a essayé de pouvoir faire de ce déplacement-là une victoire et ils ont maintenant les 3 points, ce qui va les confronter dans leur position par rapport à ce championnat. Oui, bien sûr. Et avec ces 3 points qu'ils ont eu à engranger la dernière fois, donc ASCO est deuxième à 2 points d'écart avec le leader qui est donc l'ASK. Effectivement, ça va se jouer à peu de choses. Hein. Souvent, quand nous avons les championnats un peu serrés comme ça donne également la valeur à ce championnat-là. Il ne faut pas avoir un championnat où le premier a 18 points sur le deuxième, comme on voit ailleurs. Mais quand c'est 2 points entre le premier et le deuxième, je crois quand même que le duel sera jusqu'à la fin de ce championnat-là. Et ça va donner un peu plus d'intensité, de rigueur, de détermination à ces 2 clubs qui sont en tête pour pouvoir essayer de maintenir soit leur dynamique et le malin sera celui qui va prédire le vainqueur de ce championnat-là. Voilà, donc le suspense est là jusqu'au bout. Ce suspense là va régner cette année, hein, parce qu'il y a la 15e journée aujourd'hui. En tout cas, ce soir, on va voir. Oui, c'est le demain soir. Oui, demain soir, on verra si c'est en déplacement. Il va essayer de tirer son maillot du feu et déjà
pour Rasco, on sera fixé dès cet après-midi sur ce match avec Bolossou. Qui est en déplacement à Kara. Voilà. Mais je vais revenir un peu sur le cas de Gomido. Gomido, oui. Gomido fait partie des clubs identitaires. Parce qu'au Togo, on a certains clubs qui sont des clubs identitaires soutenus beaucoup plus par une population qui motive, mais qu'on ne canalise pas. Parce que derrière, la ville de Palimé, c'est une ville de football. Et quand vous allez quand vous allez vivre un match à Palimé, vous allez croire que vous êtes dans les grands stades dans le monde. C'est toujours plein à craquer. Toujours plein, avec toujours un public qui est prêt à tout faire pour que Gomido gagne. Mais comment est-ce qu'il faut canaliser ça? Ça fait partie des analyses. Parce que ce public doit être une force pour Gomido. Il ne suffit pas de crier ce bibi derrière. Il faut porter le club, justement. Il faut porter le club. Les gens ont mis leurs sous. Un président qui met tout son sous pendant longtemps, le président va craquer. Il faut que le club et Gomido commencent par penser à la structure du club et en associant aussi justement des publics comme le public de Palimé. Parce que Gomido, toujours par le passé, il y a derrière un président qui injecte les sous, qui fait venir des bons joueurs, mais je crois aujourd'hui que si le président n'est pas essoufflé, je crois que le président est un peu, la structure du club est un peu dépassée. Il va falloir faire une analyse comme l'a dit mon frère, mais également profiter de ce public-là, de ce bon public, pour que le public apporte quelque chose au club. Voilà, donc ça c'est un point sur lequel vous souhaitez que le club se penche sérieusement, parce que là, le public peut être capitalisé pour donc revenir dans le classement. Sinon, Gomido est pour l'instant 13e au classement, donc dans la zone de relégation, avant donc cette rencontre ou bien ce déplacement à Tapami pour jouer donc à Tambo. Oui, voilà, samedi, ou c'est plutôt lundi, Semassi qui est donc obligé de recevoir à l'extérieur, a reçu Espoir 2h au centre municipal de Lomé. Sonia Menipo y était, voici son reportage. Semassi FC Espoir, bataille entre le 9e et le 11e du classement en cette 14e journée de la D1 Lonato, comptant pour la phase retour. Dès le coup d'envoi, les visiteurs vont imposer leur rythme avec des occasions vendangées. Alors qu'on s'acheminait vers la fin de la première période, suite à une erreur de la défense de FC Espoir, Semassi obtient un coup franc. Kodio Dieudonné Ago le transforme et ouvre le score pour les guerriers de Tchaoudjo à la 43e minute. Et c'est sur cet avantage d'1-0 qu'intervient la pause. En deuxième période, l'on assiste à un jeu équilibré, mais avec plus d'entrain de la part des Verts de Thiévier. À la 83e minute, Camille Atidjohou profite du manque de vigilance de la défense adverse pour remettre les pendules à l'heure. Le FC Espoir de Zio contraint ainsi Semassi FC de Tchaoudjo au partage des points. Pour Oloufadé, le coach de Semassi, c'est un nul au goût de défaite. On mène à 1-0. Pour moi, on pensait finir le match quand même avec une victoire. Mais malheureusement, on a encaissé sur erreur de marquage. Mais bon, un point pour l'entame du deuxième tour, c'est pas mal. On a beaucoup remanié l'équipe. On n'a pas eu le temps de jouer des matchs parce qu'on les a regroupés maintenant, ça fait seulement 2 semaines. Pour moi, je pense qu'au fur et à mesure que les matchs vont se suivre, je pense que vous verrez vraiment Semassi qui pratique vraiment un beau football. Du côté de FC Espoir, c'est une satisfaction. Nous avons pris le jeu en notre compte jusqu'à ce qu'on encaisse un but que je qualifierais d'assassin, mais cela est dû à la justesse technique du milieu de terrain, parce que généralement nous leur demandons de jouer vers l'avant. Non, on a eu des ressources pour revenir. Nous pouvons considérer ce match comme un point pris à l'extérieur. Donc, juste pour ça, je crois qu'on
on peut être un peu satisfait. Mais nous pensons largement qu'il y avait de la place pour repartir avec le 3 points. Pour le compte de la 15e journée, Semassi recevra l'AS OTR et Espoir FC sera face à l'AC Barracuda. Il y a de l'espoir donc pour Espoir des Zion de remonter encore plus dans le tableau, puisque à ce niveau, Espoir est donc 11e au classement, donc cette 15e journée. Oui, coach, voilà, les journées passent, mais ne se ressemblent pas. Si Espoir arrive à engager 3 points aujourd'hui, Espoir va monter encore dans le classement. Sauf que Espoir aussi ne gagne pas toujours à Chévier. C'est un peu c'est drôle à domicile au niveau, comme au niveau donc, de Gomi, où Espoir ne gagne pas tous ses matchs à Chévier. Voilà. Alors que c'était les équipes avant à domicile étaient intraitables. Ouais. Mais depuis un certain moment, on ne sait pas ce qui se passe. Ces équipes ne gagnent pas les matchs à domicile. Donc Espoir doit aussi travailler, doit cravacher dur face à Barracuda pour justement venir à bout de cette équipe-là de la capitale. Voilà. Et Semassi doit recevoir aussi à domicile encore. Non, c'est le TR qui reçoit. C'est le TR qui reçoit Semassi. Donc Semassi a élu domicile à Lomé. Semassi avec, donc je crois que Semassi est un nouveau joueur, un Marocain. Oui, je crois qu'il va goûter la compétition parce qu'il dit qu'il va apporter une plus-value à cette équipe-là. On va le voir à l'œuvre, certainement, s'il pourra chambouler les choses au niveau de l'attaque de cette équipe de Semassi. Semassi, par le passé, a été Real de Madrid du Togo parce que c'est la seule équipe qui a gagné au moins 10 titres. Mais depuis un certain moment, Semassi a perdu justement toutes ses valeurs. Et au niveau donc, avant, c'était une équipe où il n'y avait que des joueurs de la même ville qui se comprenaient, qui s'entraînaient plusieurs fois par jour. Mais maintenant que le championnat a quitté cela et que le niveau est plus élevé, avec donc des joueurs qui sont venus d'ailleurs, il va falloir donc que Semassi essaie de booster un peu, ou de regarder un peu au niveau de qui recruter, comment recruter, et mettre les moyens justement derrière le recrutement. Si aujourd'hui ils sont partis chercher un joueur au Maroc, c'est qu'ils peuvent demain aller chercher un joueur aussi en France ou en Espagne. Parce que Semassi a besoin justement de remonter un peu au niveau de recrutement pour essayer de revenir au top niveau où l'équipe était par le passé. Voilà ce qu'on peut dire sur le NATO qui est donc à sa 15e journée aujourd'hui ou bien ce week-end. Voilà. Également, il y a ces playoffs de la D3 qui démarre également aujourd'hui. Oui, la D3 qui démarre effectivement au niveau des playoffs et il y a plusieurs matchs au rendez-vous. Je crois que c'est la saison dernière qui est... Rectifions plutôt que mercredi 4 mars. Mercredi, voilà, mercredi 4 mars. Donc, c'est la saison dernière qui se poursuit au niveau donc, de la D3. Il va falloir en finir. Heureusement que c'est programmé et on va sortir donc, pour qualifier des clubs pour la D2 nationale. Parce que sans ça, on ne peut pas, si on ne joue pas les playoffs, on ne peut pas avoir des qualifiés pour la D2 nationale. Alors que les gens ont bien joué pour se qualifier à cette phase-là. Et il va falloir terminer la phase-là pour avoir donc la suite au niveau de la D2 nationale. Oui, la D3, ça veut dire quelque chose? Ouais, il va falloir passer par ce niveau-là pour pouvoir arriver à la D1. Donc je crois quand même que ces clubs-là, ce sont des clubs révélateurs de talent. À partir de la D3, on essaie de voir des jeunes joueurs qui peuvent faire l'affaire à l'avenir. Oui. Donc, chapeau à ces clubs-là qui vont jouer les playoffs et courage à ces joueurs-là de pouvoir faire tout pour pouvoir gagner, pourquoi pas monter à l'élite supérieure, c'est-à-dire la D2. Et ils ont joué pour arriver à ce stade-là. Mais à la fin, on ne retient que les gagnants. Donc, vous pouvez arriver au playoff, mais quand vous ne gagnez pas à la fin, c'est comme l'objectif n'est pas atteint. Donc, si vous ratez, c'est comme vous perdez le match de votre vie. Donc il va falloir que le président de ces clubs-là essaie de motiver ces jeunes-là pour pouvoir gagner ce play-off-là et aller au niveau supérieur. Voilà, et dans la poule A, donc ce mercredi, Académie Liberty face à Carmel FC
Ignace FA face à Abana FC. Oui, dans la poule B, Abou Ossé face à US de Belé. Et toujours dans cette poule B, la AS Dalavé, US Amou. Poule C, Waraoul FC face à Anaconda FC. Et Espérance FC va jouer Koto FC. Dans la poule D, Tigre Noir joue GS d'Apaon, tandis que Sarah FC reçoit Planète FC. Voilà. Bonne chance donc à tous ces clubs qui aspirent à monter à deuxième division. Oui, la semaine, c'était également cette information. L'information sur déjà une semaine et au-delà, l'arrivée bien donc de Patrice Neveu pour la sélection nationale. Oui, je crois que c'est ce que tout le monde attendait, parce qu'il faut quand même que les éperviers reprennent par travailler. Il faut donc avoir un sélectionneur quand l'autre a été limogé. Quand on limoge un entraîneur, il faut le remplacer. Le roi est parti, il faut maintenir un nouveau roi. Et c'est ça qui a été fait. Et on attendait la signature du contrat hier. Je crois que c'était le 27. Hier. Oui. On attendait la signature du contrat, mais c'est reporté sur lundi le 2. Oui. Et c'est après la signature du contrat qu'on verra ce que Patrice Neveu peut faire pour le Togo. Mais il faut se dire que ce sera quand même une histoire qui se rattrape, parce qu'il était déjà venu au Togo. Il devait signer son contrat et il a dit non, attendez, je vais aller fêter Noël, je vais revenir sur le contrat. C'était autant le ministre Atipui, il avait discuté avec le ministre Atipui, tout était calé. Oui. Il devait signer le contrat et en décembre, il a dit non, je vais aller fêter en famille, je reviens après la fête pour signer le contrat. Quand elle est revenue, c'était la fédération dirigée par le président Tata en ce moment. Et la fédération a discuté plutôt avec Stéphane Keshi, feu Stéphane Keshi, et c'est Stéphane Keshi qui a été plutôt recruté à sa place. Sinon, il était déjà au Togo pour travailler pour le Togo. Donc, il se rattrape, ce service c'est un rattrapage. C'est un entraîneur qui est connu sur le continent et qui a déjà fait plusieurs pays, le Niger, le Gabon, la RD Congo, la Guinée. Il a fait aussi beaucoup de clubs. Donc, sur le plan connaissance du continent, on a plus de choses à lui montrer. Maintenant, c'est le travail intrinsèque au niveau togolais, parce que le cas togolais, c'est un cas pratiquement à part, et il va falloir donc apprendre à sortir le Togo justement de l'ornière au niveau donc de ce football-là et au niveau des éperviers. Voilà, on va s'en tenir un peu à ce feuilleton dont Valé par le passé, qui est venu, qui lui a retourné, fêter, revenir. Ça n'a pas été fait finalement. Donc, est-ce que ça s'apparentait un peu à ce qui s'est passé hier, quand on a dit que c'est reporté sur le lit? Je crois que cette fois-ci, c'est calé pour voilà, ce n'est pas le cas. C'est calé pour de bon, ce n'est pas le cas. Parce en tout cas, il n'est pas retourné pour aller fêter quand même. En ce moment, il y avait le ministère qui avait discuté avec Patrice Neveu, le ministre Atipui, qui avait discuté avec Patrice Neveu. Et la fédération, de son côté, pensait recruter Stéphane Keshi, qui est revenu pour la seconde fois. Voilà. Parce que Stéphane était déjà passé. Il avait qualifié le Togo pour la Coupe du Monde. Et donc, quand Patrice Neveu est reparti pour fêter, je crois que la fête va apporter. Et c'est parti qu'on a recruté à sa place. Je crois quand même que cette fois-ci, c'est pour de bon. Et on espère qu'il va apporter toute son expérience et toute son expertise au football togolais, parce qu'on a vraiment besoin d'un entraîneur solide et qui pèse et qui connaît la réalité de l'Afrique pour que notre équipe nationale puisse revenir sur le premier plan au niveau du continent. Voilà, c'est bien. L'arrivée de l'entraîneur, on en parlait depuis là, ça ne venait pas, après le limogeage de Daré. Finalement, c'est fait. Et quelles sont vos attentes, vous, en tant que jeune joueur? Ouais, il n'est jamais tard pour mieux faire. Donc, je crois quand même qu'on a pris du temps. Mais aujourd'hui, il est là, et 71 ans, il est français. Et on a eu beaucoup d'entraîneurs français, et de par le Club Le Roi, et surtout Patrice Neveu, qui a beaucoup d'expérience sur le continent africain. Parlant d'entraîneur, je pense qu'il n'y a pas un problème par rapport
à son palmarès, il n'y a pas un problème par rapport à son vécu africain. Et comme l'a dit le doyen, il était déjà Lomé. Et c'est bien de raconter cette histoire-là. Mais aujourd'hui, sauf qu'on a la chance que maintenant, ce n'est plus la période des fêtes. Donc, il va forcément signer son contrat. Et on va lui souhaiter que du bonheur, beaucoup de chance. Maintenant, il va falloir aussi qu'au niveau de la Fédération togolaise de football, on essaie de lui donner les objectifs. Moi, je ne cesse de le dire, dans le football aujourd'hui, il y a les objectifs qu'on donne, et même dans la vie en général, on donne des objectifs et on atteint un résultat. On ne va pas le signer, il va être là, et après, les résultats escomptés, on ne l'a pas, il va continuer pas être là, et on a eu ces mauvaises expériences. Donc, je crois quand même que les décideurs, nos dirigeants, puissent lui donner un cahier de charge. Et nous voulons que l'équipe se qualifie pour les prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Nous voulons que le Togo se qualifie pour la Coupe du Monde, comme on l'a vécu au temps de Keshi en 2006 en Allemagne. Donc nous ne voulons plus qu'il y ait des compétitions africaines et qu'on n'a pas que le Togo se signe absent. Ça fait mal au public sportif et en tant qu'acteur de ce football-là, tant que les éperviers ne gagnent pas, ça ne donne pas de la promotion, que ce soit aux agents de joueurs, même vous les journalistes. Et je crois quand même qu'on vit de ce sport-là, on vit de ce football-là. Il va falloir que ce nouveau entraîneur soit, je ne vais pas dire la fin de nos problèmes, et à la fin de nos problèmes, mais que ça soit le début de quelque chose pour notre football. Il va falloir qu'il ait les moyens. Et je crois quand même que nos dirigeants essayent toujours, que ce soit la présidence ou le ministère des Sports, ils essaient toujours de nous apporter que des meilleurs. Moi, à mon point de vue. Parce que Claude Leroy ne va pas dans n'importe quel pays. S'il est là, c'est parce que nos dirigeants ont la volonté. Nous avons pris Duarte, pareil. Nous avons pris beaucoup d'entraîneurs chevronnés sur le continent africain que certains pays n'ont même pas la possibilité de pouvoir prendre. Donc, si nos dirigeants essaient de nous amener les gros lourds, donc ce n'est plus au niveau des dirigeants, mais au niveau de ces joueurs-là aussi, de pouvoir essayer de mouiller le maillot. On peut amener José Mourinho quand le travail de fond derrière n'arrive pas ou n'accompagne pas, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc aujourd'hui, le coach, il est là. Il a le talent il a l'expérience, il a le vécu. Maintenant, aux joueurs, parce que depuis un moment, on constate que nos joueurs ne sont plus ces joueurs-là que nous avons connus au temps d'Adebayor. Moi, je me rappelle, j'avais la chance d'aller en Afrique du Sud en 2013. On avait vu une équipe qui était vraiment patriotique. Je ne dis pas ceux-ci ne le sont pas, mais il manque quelque chose. On avait une ferveur, on avait le public qui adhérait. C'est ça qui fait que nous avons eu ces résultats-là de par le passé. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Il va falloir que les dirigeants essaient, que ce soit au niveau de la communication. Même au stade, maintenant, on n'a plus des matchs à guichet fermé. On a perdu tout ça là. Donc, on doit faire à travers cet entraîneur-là beaucoup d'activités, beaucoup de travail pour que nous puissions partir pour une fois de bon. Nous tous. Il n'y a aucun Togolais qui souhaite que le Togo perde un match. Ça fait mal à nous tous. Et puis, on souhaite que le meilleur pour son pays. Quand l'hymne national va résonner dans les grands stades africains, c'est le Togo qui est à l'honneur. Nous, quand on voit ne pas les pays, on n'a que Adebayor aujourd'hui comme référence. On va aux États-Unis, au Canada, on te voit dans les endroits, on dit, quand on voit le passeport togolais, on dit Adebayor. Mais à un moment donné, quand on veut voir d'autres Adebayor, on ne va pas s'arrêter que sur lui seul. Il a fait son temps. Aujourd'hui, il va falloir qu'il y a d'autres Adebayor qui naissent. Donc ça va commencer par peut-être Patrice Neveu et qu'on aura, pourquoi pas, une Coupe du Monde la prochaine fois. Oui, c'est le souhait de tout un peuple. Depuis donc, le 9 décembre 2025, s'est joué un tournoi de football qui s'est achevé le 25 février dernier. Ce tournoi a été organisé par le Centre Pyramide pour la paix et la gouvernance qui a connu la participation de 7 équipes, dont 4 issues des communes de Bassar et 3 de celles de Dakweng. La compétition a été initiée dans le cadre du projet PIJ, Pilier Inclusion Jeunesse, projet qui lutte contre la corruption. Nestor Mouzou. Renouveau FC de Bassar 1, Ferro FC de Bassar 2, Réveil Football Club de Bassar 3 et Ninou de Bassar 4 sont les équipes de Bassar
qui ont joué la compétition avec celle de Dankpen, qui sont Lopine FC de la première commune, Dankpen 2 de la deuxième commune et Bapuré Football Club de la troisième commune. Après la phase éliminatoire, Renouveau FC a croisé les crampons contre Réveil FC pour l'une des demi-finales. Réveil FC a courbé les chines devant Renouveau 1-0. Dans l'autre demi-finale qui a mis aux prises Lopine FC à Dankpen 2, c'est Lopine qui a dicté sa loi à son adversaire sur le score de 2-1. En match pour la troisième place, Réveil FC a rencontré Dankpen 2 Football Club. Réveil enlève cette place en s'imposant par un score de 3-0. La finale de ce tournoi intercommunal a été la confrontation entre Renouveau FC de Bassar 1 et Lopine de Dankpen 1. Cette compétition est à mettre à l'actif de l'ONG C2PG, Centre Pyramide pour la paix et la gouvernance. Cette ONG met en œuvre pour le compte des communes de Bassar et de Dankpen un projet intitulé Pilier Inclusion Jeunesse, PIGE. Le projet tourne autour de la lutte contre la corruption. À travers le football, le C2PG sensibilise les jeunes sur les conséquences du phénomène. Le football parce que c'est un canal de réunion, de développement des fraternités et d'écoute. Au cours des matchs, on mène des sensibilisations et ces sensibilisations permettent de toucher plus de monde. La lutte contre la corruption est devenue un impératif catégorique pour les populations. Étant donné que cette lutte permet de redonner confiance aux citoyens, de renforcer l'état de droit, de stimuler le développement économique et surtout de réduire les inégalités sociales. Si on arrive à familiariser les populations, surtout la jeunesse, sur les valeurs morales, elle pourra très bien lutter efficacement contre ce phénomène. Je tiens à dire un grand et sincère merci à la GIZ qui nous a soutenus financièrement, à Plusia. Les Bleus qui ont longtemps dominé la rencontre finissent par ouvrir le score. Les jaunes ne pourront pas rattraper leur retard. Renouveau FC remporte le match par 1-0. Les équipes ayant atteint les demi-finales ont été récompensées. Réveil FC de Bassar 3 s'est contenté de la petite coupe. La finaliste malheureuse Dankpen 2 se console avec la moyenne coupe. L'équipe vainqueur du tournoi, Renouveau FC de Bassar 1, est repartie avec la grande coupe. Voilà, merci à Nestor Mouzou du volleyball pour poursuivre. Le Togo prépare à la Coupe des clubs champion de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball qui a lieu à Accra à partir de ce 28 février et qui prend fin le 10 mars. Étoile filante, champion en titre et son dauphin, le Club des Amis, sont donc en route pour Accra pour participer à cette compétition. Au départ, nous étions, voici ce que nous ramenons. Nous allons à cette compétition d'une part, c'est pour représenter le Togo et revenir avec la victoire. Okay, la compétition démarre le 1er mars 2026, mais les équipes sont entendues le 28 février 2026. La compétition va tenir sur 9 jours, c'est-à-dire du 1er au 10 mars. Nous sommes un jeune club. L'objectif premier, c'est de participer. Et c'est vrai, en participant, nous pensons remporter. Ça n'a pas été facile, surtout le côté financier, mais comptant sur la dynamique de notre président et tous les membres du comité, on s'est mouillé le maillot, on a cogné à des portes et certaines portes nous ont ouvertes. Et c'est grâce à ces portes que nous pouvons aujourd'hui participer à cette compétition. Je disais tantôt, l'objectif d'abord pour nous, le Club des Amis, c'est de participer. Et nos joueurs aussi sont bien entraînés. Et je pense que l'objectif, c'est de remporter la coupe. Et que le club est qualifié pour la zone 3, puisqu'il s'agit d'un club finaliste du championnat national. Donc le Club des Amis était deuxième. Donc du coup, on a commencé par entrevoir la participation à cette compétition. Donc on a eu banalement 1 mois et demi, disons-le comme ça, 1 mois et demi de travail pour être quand même aujourd'hui prêt pour cette compétition. L'objectif, d'abord, ça vient des dirigeants. Le premier objectif, c'est de participer. Vous savez, le Club des Amis, c'est un club naissant, un club très jeune. Et aujourd'hui, c'est une fierté d'abord pour le staff administratif d'aller se valoriser, d'aller se faire
valoir vis-à-vis des autres clubs de la sous-région. C'est pourquoi d'abord, le premier objectif, c'est de sortir, aller apprendre, aller découvrir. Sans oublier que dans cette découverte, il faut aussi quand même essayer de sortir du lot. Donc c'est un peu mitigé. D'abord la participation, c'est clair, nous y sommes actuellement, nous sommes en route. La deuxième chose, c'est la participation. Essayer d'être quand même parmi les grandes équipes, disons comme ça, de la zone. Et face aux enjeux sur le terrain, nous allons mettre ce qu'il faut pour faire plaisir aux dirigeants et à notre pays. On savait depuis fin octobre qu'on allait prendre part à la Coupe des clubs champions de la zone 3 pour cette édition, pour la première fois. Donc dès lors, on s'est mis au travail, que ce soit au niveau administratif comme au niveau technique. Et tout le monde était mobilisé, on regardait dans la même direction et nous avons travaillé jusqu'à ce jour. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté. Savoir que mon club, pour une première fois, va représenter les couleurs nationales, c'est un motif de joie. Et je souhaite bonne chance à nos acteurs, que la victoire soit des nôtres. Bonne chance donc aux représentants du Togo, qui sont les clubs Étoiles Filantes et Amis, et Club des Amis. Elle porte un prénom qui sonne comme une promesse et sur les cours, elle le transforme en réalité. À 15 ans, Wina Gakpo s'impose déjà comme l'un des visages les plus prometteurs du tennis togolais. Son portrait dans ce sujet de Ségine Raimondo. Sur les cours de la Fédération togolaise de tennis, Wina, un prénom prédestiné. Raquette en main, regard concentré, la jeune tenniswoman impose une maturité impressionnante. Je pratique le tennis, ça fait déjà 11 ans. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Au début, ce n'était pas facile, mais avec le temps, on s'est habitué. À 15 ans seulement, Wina totalise plusieurs titres. C'est en 2018 que sa carrière prend son envol avec son tout premier titre de championne du Togo chez les U10. Un titre national qu'elle conserve jusqu'ici. Après avoir fait ses preuves au plan national, la jeune surdouée s'envole désormais à la conquête de l'espace international. La championne s'illustre à travers plusieurs circuits open au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Égypte et en Tunisie. Là encore, elle enchaîne les victoires, confirmant son statut d'étoile montante. On s'entraîne tous les jours après l'après-midi lorsqu'on rentre de l'école. Et je fais tout pour maintenir un équilibre entre mes études et mon entraînement. Mais derrière la championne se cache une histoire de famille. Son premier supporter, son premier modèle, son coach, c'est Paul-Antoine, son père. Entraîneur de tennis, un passionné de la balle jaune, il a transmis à sa fille l'amour du jeu. Je suis rentré dans le tennis comme un ramasseur de balles. Et avec le temps, j'ai commencé à jouer. J'ai travaillé avec M. Eric Mouzoukin et je vois comment il entraîne les gens. Et subitement, j'ai commencé à entraîner. On m'a fait venir travailler à la fédération. J'ai fait sortir beaucoup de joueurs. Par exemple, au centre, il y avait Padio Isaac, Alipoué Charles, Doche Vania, Valentine. Je forme Wina aussi en même temps. Après, Wina avait pris goût. Mon père était le coach, donc à chaque fois qu'il venait jouer, je l'accompagnais et la manière dont il jouait, ça m'intéressait. Donc du coup, je me suis intéressée au tennis. Je me suis habituée à mon père puisque c'est lui qui m'entraîne. Du coup, ça serait un peu difficile à m'habituer avec d'autres personnes. Mais pour devenir professionnelle, je dois m'adapter à toutes les situations. À ses côtés, ses frères partagent la même passion. Ensemble, ils s'entraînent, se challengent et progressent sous l'œil attentif du patriarche. Je me sens heureux, très content de l'avoir gagné
des trophées, jouer à l'étranger, gagner. Moi aussi, je veux devenir un champion pour gagner des tournois comme elle. Je l'encourage pour qu'elle ne baisse pas les bras. La fierté de ma position, c'est ma fierté aussi, c'est la fierté de la famille et du pays aussi. Donc, ces espoirs qu'elle fait, moi aussi, j'en bénéficie. Par exemple, le soir qu'elle a emporté la moto, et la moto, c'est moi qui l'ai vendue. En tant que son papa, ça serait ma fierté de la voir jouer Roland Garros et US Open, Wimbledon, tous les grands chemins. On a besoin de trouver une bourse pour elle. Son ambition? J'aimerais devenir une championne plus tard et faire le tennis professionnel. J'adore Serena Williams, j'aime son comportement et la manière dont elle joue. Avoir sa détermination, son talent, son ambition, appuyé d'un encadrement solide qui l'entoure, Winner ne se contente pas juste de porter son prénom. Elle l'incarne. Winner, vainqueur. Oui, intéressant. Comme ça, l'ambition naît. Il faut donc la transformer. Et Winner Gabo est donc sur la bonne voie. Absolument. Mais derrière, il faut qu'elle continue à travailler. Parce qu'on a vu dans ce pays Sadia Mayou. Sadia Mayou avait donné beaucoup d'espoir, mais après, elle s'est éteinte. Donc c'est comme ça que nous avons vu. Le Togo a connu beaucoup de tenniswomen et des dames tenniswomen qui devaient donc aller très loin, aller jusqu'à des US Open, mais après, ça n'a pas continué. Donc le travail au niveau de son père, ça va s'arrêter à un certain niveau. Il faut un entraîneur d'un autre niveau, parce que là-bas c'est un autre niveau. Oui. Il faut qu'on le pousse justement dans ce monde aussi. Heureusement qu'elle a compris que tôt ou tard, il va quitter son père. Allez. Tout à fait. Oui, voilà, intéressant de voir les enfants, encore une fille de cet âge-là, de chercher à percer et à rêver grand. Oui, effectivement. Elle rêve grand, elle est ambitieuse et je crois quand même qu'il a quand même un modèle de base qui est son papa qui essaie de l'aider et elle suit bien les préparatifs et les cours. Je crois quand même qu'elle fera une belle carrière. À l'entendre parler, je sens quand même qu'il y a un travail de base qui est fait. On veut des champions, mais on veut des hommes, des leaders de demain. Donc si l'entourage n'est pas efficace, je ne pense pas que tu feras long feu. Donc c'est ce que le doyen a dit. Il y a des gens qu'on a connus qui avaient le talent, mais sûrement c'est l'entourage qui peut probablement faire défaut. Seul le talent ne suffit pas dans le sport de haut niveau. Vous pouvez être un Mbappé, mais si l'entourage n'est pas efficace, vous n'allez pas faire grande carrière. Et aussi, elle a essayé de dire qu'elle fait l'équilibre entre les études et le sport. Moi, c'est ce que je dis aux jeunes tout le temps. Ne faites pas très sur votre carrière scolaire et s'adonner à votre rêve, à votre passion. Le sport, c'est la passion. Ça ne vous empêche pas de faire les études. Donc, il va falloir qu'il y ait des bons résultats scolaires avant de prétendre devenir une championne ou un champion de demain. Donc, c'est ce qu'elle essaie de faire en assimilant les études et son sport favori qui est le tennis. Donc, la vie est donc lancée à toutes les jeunes filles qui rêvent comme elle de pouvoir essayer de les approcher pour pouvoir apprendre comment ça se fait et tout, pour pouvoir devenir... on ne va pas avoir qu'une seule championne. Pour que d'autres filles s'adonnent à ça, pour que demain on ait plusieurs à pouvoir amener le pays sur le plan tennis un peu plus loin. Oui, voilà. Et s'il y a quelqu'un qui a déjà fait sa carrière, qui l'a réussi brillamment, c'est bien ce que nous allons suivre maintenant dans ce dossier. Nous allons découvrir le parcours d'un de nos grands pugilistes. Nous sommes là en boxe. Il s'agit bien de Prince Lorenzo. L'homme revient sur toute sa carrière. Il est au micro de Sergio Raimondo et de Edem Atipoué. Depuis les bancs d'école, que ce soit saut en hauteur, saut en longueur, j'étais toujours parmi les meilleurs. Arrivé au lycée, j'ai commencé
pas visiter un peu, mon père étant aussi militaire, le camp, et il y a l'entraînement de boxe là-bas. Donc je goûtais un peu à l'entraînement de boxe, je voyais ce que c'est. Et je me disais, mais quand tu bosses bien, tu as les muscles pour lancer les balles. Donc, ce qui fait que, arrivé en Allemagne, après mes études, quand je me suis inscrit à l'université, j'ai approché Köln Arena. Il y a un grand centre où beaucoup de sports ont lieu. Donc, je me suis approché d'eux pour leur dire, voilà, je suis étudiant et j'aimerais bien jouer au basketball. Je suis rapide, mais les gars sont tellement élancés qu'à chaque fois, c'est du match. Ils te finissent avant que tu ne montes. Il y a M. Rolf Kersten, c'est un ancien champion d'Europe en boxe. Il dit, mais toi, tu es bien musclé, tu es bon pour la boxe. Le lendemain, M. Rolf m'a amené sous un pont. Il y a le boxeur Vitaly Klitschko. C'est là-bas qu'il a bossé, c'est là-bas qu'il s'est entraîné avant de devenir champion du monde poids lourd. Je me suis entraîné, en même temps on m'a mis dans le ring de boxe. On m'a donné un adversaire, on a fait les échanges de coups de poing. Il va me prendre, mais je serai obligé d'être à Bonn. À l'école, c'est Bonner Box Club. On nous apprend la boxe vraiment. Pourquoi tu dois faire comme ça? Pourquoi l'épaule là doit être ici? Pourquoi à la fin tu tournes ton poing? Il y a beaucoup de petits détails. Ouais. Pourquoi tu dois être latéral et non frontal devant ton adversaire? Donc là, on est parti. Et ça me fait 40 minutes de route. J'étais Mittelrhein-Meister, c'est le champion de la région. Après, j'étais champion de l'Allemagne de l'Ouest. Et j'étais parti à Europameisterschaft. J'ai gagné la ceinture en tant qu'amateur. Je dois défendre le titre la 3e fois. C'était en Belgique. Mon adversaire, je l'ai bien tabassé. J'ai dominé complètement le combat. Mais il n'est pas parti au chaos. Donc comme eux voulaient m'arracher le titre, ils l'ont déclaré comme vainqueur. C'est là où j'ai quitté l'amateur pour aller au professionnel. Je suis calme, j'ai enlevé mes gants. Tu sais, quand on finit, tu salues les jurys, les juges, les arbitres, tu vas comme ça. Donc, dans mon calme absolu, j'ai enlevé les gants de boxe. Je suis allé, comme je veux saluer les juges, j'ai pris les gants de boxe, j'ai jeté sur eux. Je suis allé rapidement de l'autre côté parce que les gens ont couru pour m'attraper. J'ai encore jeté. C'est pas normal. Alors, on m'a disqualifié. Je ne savais pas. Quand je descends du ring, il y a Mario Guedes, un promoteur professionnel qui m'approche, me tend une enveloppe. Un homme d'affaires allemand qui me donne une autre enveloppe. Et Mario me dit, tu es disqualifié. Mais si tu veux, demain tu viens dans notre club. Ils sont à Aachen. Aachen, c'est la frontière Allemagne et Belgique. Tu viens, on te signe un contrat de professionnel. On te fait passer en professionnel parce que si on te disqualifie en amateur, tu peux aller en professionnel. Alors, c'est là pour vous dire comment je suis devenu professionnel de boxe. Quand je boxais, comme il y a les chocolats là, moi je fais comme ça. C'est-à-dire que tape-moi, je te présente. Et quand moi je sors, je sais que je vais te donner. Donne-moi, je te donne. Donc c'était mon truc. Et c'était pas aussi bon. Tu reçois trop de coups. Avec ça, j'ai évolué, j'ai eu cette ceinture. Et lorsque Horst Brinkmeyer, c'est un grand boxeur allemand, ce monsieur, il est terrible. C'est quelqu'un, il mange un verre de bière là. Verre, il mange. C'est quelqu'un qui m'a appris aussi cette discipline. Donc, moi, j'ai fait avec lui, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il a fait de moi du normal au gaucher. Waouh!
C'est-à-dire que depuis qu'il m'a changé, je n'ai plus perdu de combat jusqu'à aujourd'hui. Des champions du monde jusqu'à Lomé, au Togo, dans mon pays, le feu, paix à son âme, l'ambassadeur Paka, il suivait tout ce que je fais. Et c'est lui, lorsque je suis devenu champion du monde, c'est lui qui a pris le rendez-vous chez le PC pour que je puisse rentrer, présenter mon trophée et être reconnu comme Togolais qui se bat à l'extérieur. Tous mes remerciements au PC, au président du conseil, son excellence Faure Essozinam, qui par ses actions maintient la paix. Sa motivation qu'il m'a donnée, c'est ça qui est ma présence encore ici. Il m'a reconnu et par là le Togo me reconnaît comme sportif, un acteur qui est de la diaspora et qui fait des choses. Je suis ici depuis 5-6 ans maintenant et me plais. Ça me plaît de me battre et de rester ici. Le lien est très étroit. Je suis toujours là, présent, à côté de la Fédération togolaise de boxe. J'ai installé au lycée de Tokoin un centre de boxe. C'est ouvert à tout le monde, pas de limite. Un centre de boxe où les élèves du lycée peuvent s'entraîner et où chaque citoyen peut aller. Au camp d'Agouin, j'ai créé aussi un autre centre de boxe. Donc voilà, j'ai encore du matériel. J'ai assez de matériel et avec la fédération ou des privés, on verra comment dans les communes, dans les 117 communes, installer des centres de boxe pour donner la possibilité aux jeunes de pratiquer ce sport, de découvrir ce que c'est que la boxe. Ce niveau doit être amélioré à partir des infrastructures, à partir des bonnes volontés, à partir de supports réels des institutions étatiques qui doivent, en passant sur salut monsieur le ministre, monsieur Fofana, il va sortir. Il va toucher les clubs de boxe. Il va toucher les présidents des clubs. Et nous, on est prêts à être derrière lui. S'entraîner, d'avoir la vision de se dire je suis champion. C'est pas que je veux devenir champion. Ils n'ont qu'à se dire ils sont champions. Ils sont champions comme Prince Lorenzo. Ils sont champions comme Malogo. Ils sont champions comme Mohamed Ali Marquez. Ils n'ont qu'à se dire ça et se lever. Chercher là où ils vont s'entraîner. Et une fois adhérés à un club de boxe, ils doivent respecter leur adversaire, leurs collègues, celui qui est sur... Donc, c'est les 3 piliers que moi, je conseille aux jeunes de prendre sur eux pour devenir un grand champion. Et moi, personnellement, je suis là pour eux. Et ensemble, on va construire, donner ce qu'on a appris à l'extérieur, être derrière nos parents, nos aînés, pour construire l'édifice qui est notre cher pays. De revenir sur les mêmes conseils, comme tu l'as dit, vers la fin, le pugiliste demande aux jeunes d'être conscients d'une chose, leur réussite. Ouais, la réussite ou rien. Et ça passe d'abord par les études. Et on va former des athlètes, mais pas des illettrés de demain. Donc après tout, l'étude et le sport vont de pair. Il va falloir que nos jeunes considèrent le sport comme leur passion. Et d'abord poursuivre les études, avoir de meilleurs résultats au niveau scolaire et ça va rejaillir forcément sur le sport. Donc le sport de haut niveau demande à ce que tu sois discipliné, tu sois organisé. Donc la discipline, c'est à l'école qu'on l'a. Il faut être à l'école à 6h45 ou 7h, sortir à ça. Tout ça là, ça fait partie de l'éducation de base. C'est la fondation même pour devenir un champion ou une championne de demain. Très bien. Oui, coach, voilà. Les pugilistes ont également besoin de ces conseils-là. Quoi qu'on dise, on peut aller à l'école et continuer par boxer. Absolument. Je crois que, comme il le dit, c'est un travail qui se fait ensemble. Il faut toujours l'équilibre entre les études et la pratique sportive. Maintenant, au niveau donc, de la boxe, qui est
une discipline de j'allais dire, de beaucoup de précision et beaucoup de concentration. Il faut alors avoir la possibilité de faire des études, de comprendre et de savoir se maîtriser. Donc c'est à travers les études on apprend tout ça. C'est ça. Savoir donc avoir la maîtrise de sa personnalité, la maîtrise de soi pour pouvoir avancer. Vous savez, par le passé, de voir connu de très grands boxeurs. C'est vrai que les gens n'étaient pas instruits, mais c'était des gens très disciplinés. Ils étaient hyper disciplinés. Quand on voyait les Palongo, les Bossou, c'était des gens très disciplinés. Mais aujourd'hui, on a quitté ce monde-là. Aujourd'hui, pour progresser, pour aller loin, pour avoir autour de vous donc des gens qui vous côtoient, il faut savoir défendre votre valeur. Et nos sportifs en ont besoin. Au niveau de la boxe, je crois qu'on ne doit pas continuer à vivre sur ce que les Lorenzo, les Palongo, tout ça là ont fait. Il va falloir donc, comme il le fait, créer la possibilité à nos jeunes de sortir et de devenir de nouveaux champions. Avant, quand un Togolais sort sur le plan mondial même, on croise les drapeaux qui nous reviennent avec une ceinture. Et je crois que ça doit encore revenir. Voilà, merci coach. C'est vrai que la boxe n'est pas facile, hein. Moi, quand je le vois, il a dit qu'il a pris des coups, c'est pas facile. Donc, en tout cas, pour ceux qui l'aiment, parce que ça reste toujours une discipline, pour ceux qui l'aiment, alors la voie est tracée. Merci à vous, Michel Adjavoin, de partager le plateau avec nous. C'était toujours un plaisir. Et à Sylvain Alessolé, qui donc nous a fait l'honneur d'être là cet après-midi. Ouais, tout le plaisir pour moi d'être toujours là. La TVT, c'est la maison mère. Donc, quand on t'appelle, tu es obligé de répondre. Avec le plaisir. Ce serait tout pour ce soir. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. Merci à l'équipe de réalisation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Doula de Havé, c'est dans les yeux. Gardez toujours le sourire. Il est thérapeutique. Au revoir.